Un policier arrête une femme noire, sans savoir qu'elle dirige le FBI. Ce qui suit va vous choquer. Il pensait vivre une journée ordinaire, dans une ville ordinaire. Mais en quelques secondes, tout a basculé. Un regard, un geste, une décision qui allait briser des silences vieux de plusieurs décennies et réveiller une vérité que personne n'était prêt à affronter. Cette histoire n'est pas un simple fait divers. C'est une déchirure, une onde de choc émotionnel où chaque mot compte, chaque silence pèse, chaque révélation bouleverse. Une femme digne, un homme rongé par ses choix et un secret si puissant qu'il pourrait tout faire voler en éclats. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir pourrait bien vous hanter. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous écoutez. Lyon, 17h43. La pluie fine tombait depuis des heures, transformant les pavés de la place Bellecour en miroir trouble. Une femme noire, silhouette droite, manteau beige ajusté, marchait d'un pas régulier vers la sortie du Café des Fédérations, un petit lieu discret, mais réputé pour son cassoulet. Elle tenait un parapluie fermé à la main, le regard fixé droit devant. Elle ne courait pas, elle ne fuyait pas. Et pourtant, 3 minutes plus tard, elle se retrouvait plaquée contre le bitume froid, les poignets menottés dans le dos, le visage tourné vers la grille d'un égout. « Identité », ordonna l'agent Lionel Durand, d'une voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. « Vous faites erreur, monsieur l'agent », répondit-elle doucement. Taisez-vous. On verra ça au poste. Elle ne cria pas, elle ne résista pas. Et c'est précisément ce calme, ce silence volontaire, presque solennel, qui troubla Lionel. Elle avait ce regard, pas de peur, ni de haine, un regard d'enterrement, un regard qu'il avait déjà transpercé 27 ans plus tôt. Dans la voiture de patrouille, il évitait son reflet dans le rétroviseur. Son collègue, jeune, nouveau dans le métier, jeta un coup d'œil discret. « Tu crois que c'est bien elle ? Aucune idée, mais elle correspond à la description. Et pourtant, rien ne collait. La femme était élégante, soignée, calme, trop calme. Une fraudeuse bancaire ? Pas une goutte de sueur sur son front, pas de regard fuyant. Juste cette dignité pesante, presque accusatrice, qui semblait le juger silencieusement à chaque seconde. Au commissariat du 2e arrondissement, elle attendit. Assise bien droite, mains croisées sur ses genoux, elle fixait le mur comme s'il lui récitait une prière oubliée. Quand on lui demanda ses papiers, elle les sortit d'un sac en cuir parfaitement entretenu. Un passeport bleu marine, écusson doré, États-Unis d'Amérique. À l'intérieur, une carte professionnelle. Son nom, Camille Arnett. Son titre, directrice de la coopération internationale, Federal Bureau of Investigation. Le silence dans la salle fut immédiat. L'officier chargé de l'enregistrement recula légèrement. « Commissaire Durand, on a un problème. » Lionel saisit le passeport, les mains moites. Il lut, relut, et s'arrêta sur une ligne. Le nom de la mère, Jeanne Arnett. Ce nom claqua dans sa mémoire comme une gifle en plein hiver. Il se redressa lentement, le souffle court. Ses oreilles bourdonnaient. Le monde autour de lui sembla se rétrécir. Jeanne, il la revit. Ses cheveux noués en turban, ses livres sous le bras, son rire éclatant dans les couloirs de l'université, son parfum de vanille et de cèdre, leur amour clandestin, secret, condamné dès les premiers regards. Et puis, cette nuit, le mot « enceinte », sa fuite, sa lâcheté, les années à prétendre que cela n'avait jamais existé. Il leva lentement les yeux vers Camille, qui le regardait maintenant, calmement, sans surprise. « Vous vous souvenez enfin ?» murmura-t-elle, sans bouger. Lionel ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Les années s'étaient effacées d'un coup, le masque de son autorité fissuré par une vérité qu'il croyait enterrée à jamais. Camille se leva, toujours menottée, étendit les poignets sans un mot. Elle le regardait avec la même expression que Jeanne. Le jour où elle lui avait dit « Un jour, tu devras regarder ta fille en face ». Et ce jour était arrivé. Lyon, 1997. L'air était doux ce printemps-là. Sur le campus de l'université Lumière Lyon 2, les glycines grimpaient le long des balustrades en pierre, embaumant les couloirs de leurs parfums capiteux. C'était l'époque où Jeanne Arnett, étudiante américaine en sciences politiques, faisait tourner toutes les têtes, non seulement par sa beauté, mais par cette façon de toujours dire ce qu'elle pensait, avec cette élégance que seule la vérité possède. C'est à une soirée d'étudiants dans le quartier de la Guillotière qu'elle avait rencontré Lionel Durand pour la première fois. Il était venu, jeune agent en patrouille, répondre à une plainte pour tapage. Tous les invités avaient été priés de sortir. Jeanne, les bras croisés, avait soutenu son regard. Il s'en était suivi un échange tendu, des mots tranchants, un défi silencieux. Elle n'avait pas eu peur, lui non plus. Et c'est peut-être justement ce qui les avait troublés. Les jours suivants, il était revenu, sous prétexte de régulariser le rapport. Puis une deuxième fois, pour s'assurer de la sécurité du lieu. À la 3e visite, elle l'avait invité à entrer, et les rendez-vous clandestins avaient commencé. À l'époque, Lionel vivait encore chez ses parents à Tassin-la-Demi-Lune. Une famille rigide, traditionnaliste, engoncée dans les codes d'un honneur bourgeois provincial. Il n'avait jamais parlé de Jeanne à personne. Il ne comprendrait pas, se disait-il. Mais elle parlait de lui à ses amis, riait en racontant leur passion secrète, rêvait d'un avenir possible. Puis un jour, elle lui avait tendu une enveloppe
une simple échographie. Son regard brillait d'un mélange d'inquiétude et d'excitation. « Tu vas être papa. » Lionel s'était figé. Il n'avait rien dit pendant de longues minutes. Puis il avait murmuré « Tu sais que je ne peux pas. Pas maintenant. Pas comme ça. » Elle l'avait fixé, les lèvres tremblantes. « Pas comme quoi, Lionel? À cause de moi? De ma couleur? C'est compliqué. » Et il était parti, sans un mot de plus. Il ne l'avait jamais rappelé, jamais revu. Il avait changé de numéro, évité les lieux où elle pouvait être, demandé sa mutation en périphérie de la ville. Il avait enterré cette histoire comme on enterre un crime, à coups de silence et de déni. Mais Jeanne, elle, n'avait jamais oublié. Elle avait quitté Lyon à la fin de son année universitaire, enceinte, seule, brisée. Aux États-Unis, elle avait donné naissance à une petite fille, Camille. Un prénom doux, fort, bilingue. Une promesse de pont entre deux mondes que son père n'avait jamais voulu relier. Et maintenant, 27 ans plus tard, ce pont se dressait devant lui, incarné par une femme que ses propres mains avaient jetée au sol comme une criminelle. À la fin de son service, Lionel s'était enfermé dans les toilettes du commissariat. Il s'était regardé longuement dans le miroir. Le visage qu'il y vit ne lui appartenait plus. Ses yeux étaient cernés, sa mâchoire tendue. Il tremblait. Il revoyait Jeanne, une main sur son ventre arrondi, dans ce petit appartement du 5e, près de la montée du Gourguillon. Il revoyait ses larmes, son silence. Et pour la première fois depuis des années, une larme unique coula sur sa joue. Le lendemain matin, la ville semblait plus grise qu'à l'accoutumée. La brume matinale noyait les quais de Saône, et le vieux pont Bonaparte disparaissait dans un voile humide. Lionel Durand avait mal dormi, s'il avait dormi du tout. Le nom Camille Arnett tournait en boucle dans son esprit, comme une vieille chanson qu'on ne parvient plus à faire taire. Il se présenta au commissariat à l'aube, le visage tiré, la chemise froissée. Ses collègues l'évitaient du regard. Un malaise flottait dans l'air, épais comme de la colle. Le chef divisionnaire l'attendait dans son bureau, bras croisés, regard dur. « Tu réalises ce que tu as fait, Lionel ?» Elle ne s'est pas identifiée tout de suite. « J'ai suivi le protocole. » « Protocole ? Tu as interpellé une diplomate en mission officielle, sans vérification. Sur simple intuition, ce n'est pas du protocole, c'est de l'inconscience. Et en plus, tu l'as menotté, devant témoins. » Lionel savait qu'il n'y avait rien à dire. Il hocha lentement la tête, attendant la sanction comme on attend une gifle. Suspension préventive, avec effet immédiat. Il ne protesta pas. À quoi bon? Il avait dépassé les bornes. Pas seulement cette nuit-là, il y a 27 ans aussi. Ce que personne ne savait encore, c'est que ce n'était pas juste une erreur de procédure. C'était un fantôme qui venait réclamer justice. Pendant ce temps, dans un hôtel discret du quartier Pardieu, Camille regardait la ville par la fenêtre. Elle connaissait Lyon. Elle y était née, bien que son acte de naissance américain ne le mentionne pas. Sa mère lui avait souvent parlé de la ville, de ses collines, de ses traboules, de ses silences. Elle lui avait aussi parlé de lui, jamais en mal, mais jamais en bien non plus. Juste la vérité, crue, nue. Elle sortit de son sac une liasse de documents, dossiers d'archives, coupures de journaux, procès-verbaux. Le nom Lionel Durand revenait plusieurs fois, pas toujours directement, mais assez pour éveiller des soupçons. Dossiers classés sans suite, plainte effacée, témoignages contredits. Camille n'était pas venue en France par hasard. Son poste au FBI, elle l'avait mérité. Mais sa mission ici, elle l'avait choisie. Officiellement, elle menait un projet de coopération sur la transparence judiciaire. Officieusement, elle enquêtait sur les liens entre pratiques raciales discriminatoires et chaînes de commandement policières en Europe de l'Ouest. Et le nom de Lionel Durand, un cas d'école selon elle, était devenu son point de départ. Le soir, un article parut dans Le Progrès de Lyon. Une diplomate américaine menottée à tort, bavure ou racisme systémique. L'affaire prenait de l'ampleur. Les plateaux télé s'enflammaient. Sur les réseaux sociaux, l'indignation montait. Des hashtags fleurissaient. Justice pour Camille, profilage racial, femme noire menottée. Lionel regardait l'écran de sa télévision sans vraiment le voir. Sa fille devenait un symbole. Mais pour lui, elle restait une étrangère, une inconnue qui l'avait blessée 2 fois. Une première en la refusant avant sa naissance, une seconde en la jetant à terre sans la reconnaître. Il se leva, ouvrit un tiroir et sortit une vieille photo, froissée, presque effacée. Jeanne, souriante, enceinte. Il la posa sur la table. Son cœur battait fort. Il ne savait pas encore pourquoi. Mais il pressentait que cette histoire, ce n'était pas juste une faute à réparer. C'était une vie entière à recoudre. Point par point, comme une plaie jamais refermée. Camille poussa la porte de l'ancien immeuble du 5e arrondissement, rue des Maccabées, une rue si étroite qu'on croyait marcher dans un couloir du passé. L'endroit n'avait presque pas changé, lui avait dit un ancien voisin qu'elle avait retrouvé par hasard en ligne. Les volets verts, la grille en fer forgé, les murs lézardés de souvenirs. L'appartement, désormais vide et poussiéreux, avait été mis en vente après la mort de Jeanne. Elle n'avait pas eu beaucoup d'amis en France, encore moins de famille. Camille y entra seule, sans prévenir. L'air sentait la cire et le silence. Dans le salon, les rideaux défraîchis filtraient une lumière douce, presque mélancolique.
Chaque pas faisait craquer les lattes du plancher comme des gémissements retenus. Dans une petite boîte en bois, posée au fond d'un placard, Camille trouva ce qu'elle cherchait. Une pile de lettres, soigneusement rangées, liées par un ruban rouge. Toutes adressées au même nom, Lionel Durand. Aucune n'avait été envoyée. Elle en ouvrit une, écrite à l'encre noire, datée de 2001. Je sais que tu ne répondras pas, mais je continue d'écrire, pour ne pas étouffer. Camille a aujourd'hui 3 ans. Elle a ton front, ton regard quand elle est contrariée. Elle te cherche du regard dans la rue, parfois, comme si elle devinait que tu es là, quelque part. Tu manques à sa vie, même sans l'avoir commencé avec elle. Et moi, je me bats pour ne pas t'en vouloir, pour qu'elle n'hérite pas de ma rancune. Camille sentit sa gorge se nouer. Elle déplia doucement une photo glissée entre 2 lettres. Une petite fille au sourire timide, robe jaune citron, regard franc, au dos, une inscription. Camille, 7 ans. Elle espère encore que tu viendras à son anniversaire. Les mains tremblantes, Camille referma la boîte. Ce n'était plus une mission, ce n'était plus une enquête. C'était une reconstruction d'elle-même. Chaque mot de sa mère la raccrochait à une enfance amputée, à un vide qu'aucune réussite n'avait su combler. De son côté, Lionel arpentait les rues de la Croix-Rousse, son quartier d'enfance. Il marchait sans but, fuyant les appels de journalistes, les regards de ses anciens collègues. Il finit par pousser la porte d'une petite église de quartier, presque instinctivement. Le vieux père André le reconnut immédiatement. « Lionel, cela fait longtemps. Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Peut-être parce que tu sais que les silences laissent des traces. » Ils s'assirent sur un banc, en retrait. Lionel sortit la photo froissée de Jeanne. « Tu te souviens d'elle ? Comment l'oublier ? Elle venait ici souvent, seule. » Avec sa fille parfois, toujours silencieuse, toujours digne. Tu as laissé un trou dans sa vie, mon fils. Et ce trou, il t'a suivi. Tu le portes en toi, que tu le veuilles ou non. Lionel ne répondit pas. Il sentait ses entrailles se nouer. Il ne savait plus si c'était de la honte, du regret ou de la peur. Il se sentait nu, écorché. Plus tard, seul dans sa voiture, garé en double file au bord de la rue, Lionel relut pour la 10e fois le rapport d'arrestation de Camille. Chaque mot lui semblait ridicule. Individu suspect, a refusé de coopérer. Interpellation nécessaire. Il aurait pu vomir. Il se souvint alors d'une phrase que Jeanne lui avait dite, un soir de pluie, alors qu'ils marchaient ensemble sur les quais. « Ça, tu ne sais pas encore ce que c'est qu'abandonner. Mais un jour, tu le sauras, et ça te hantera. » Elle avait eu raison, et il comprenait désormais que ce qu'il avait abandonné n'était pas seulement une femme, ni même un enfant. C'était sa propre humanité. Il était 9h12 quand Camille pénétra dans le petit café du Vieux Lyon, à l'abri des regards et des caméras. Elle portait un tailleur sobre, bleu nuit, et un foulard en soie autour du cou. Son visage était fermé, sans colère apparente, mais chaque geste trahissait une tension contenue. Elle s'installa à la table du fond, dos au mur, face à la porte, attentive, calculée. Lionel arriva quelques minutes plus tard, le pas lourd, les traits tirés. Il n'avait pas dormi. Il semblait plus vieux, les épaules affaissées, comme si son uniforme invisible pesait désormais 100 kilos. Il s'assit sans un mot. Un long silence s'installa entre eux, épais, coupant, presque insoutenable. « Tu savais qui j'étais, n'est-ce pas ?» demanda-t-il enfin. La voix rauque. « Avant même de poser le pied à Lyon, répondit-elle calmement. Tu m'as tendu un piège ? Non, je t'ai laissé tomber dans le tien. » Camille sortit un dossier de son sac. Elle le posa sur la table. Lionel hésita, puis l'ouvrit. Il y trouva des copies de plaintes, des témoignages, des rapports internes. Rien de suffisamment direct pour l'incriminer officiellement, mais l'ensemble formait un tableau inquiétant. Pourquoi me montrer ça ? Parce que je ne suis pas venu ici pour te détruire. Je suis venu pour comprendre jusqu'où va ton silence. Il leva les yeux vers elle. Elle semblait calme, mais ses mains tremblaient légèrement. « Tu crois que je peux réparer ce que j'ai fait ?» murmura-t-il. « Non, tu ne peux pas, mais tu peux regarder la vérité en face. Et c'est peut-être déjà plus que ce que j'attendais de toi. » Il ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. Il n'avait pas pleuré ainsi depuis l'enterrement de sa mère. « Jeanne m'a écrit, n'est-ce pas ? Elle t'a parlé de moi. Tous les ans, elle écrivait une lettre que tu n'as jamais lue. Elle ne t'a jamais insulté. Elle t'a même protégé de sa rancune. Mais tu sais ce qu'elle ne m'a jamais dit ? Que tu avais essayé, que tu avais eu peur. Oui, mais jamais que tu avais regretté. » Camille reprit le dossier. Le rangea. « Je suis une femme qui a grandi avec une absence dans le cœur. Et maintenant que je suis face à toi, je comprends. Tu n'étais pas un monstre. Tu étais faible. » Cette phrase frappa Lionel plus fort que n'importe quelle gifle. Il baissa la tête. Il n'avait rien à répondre. Camille se leva. « Je repars pour Paris ce soir. Mon rapport ne contiendra pas ton nom. Pas pour te protéger, mais parce que tu es devenu ton propre jugement. » Elle s'éloigna. Lionel ne tenta pas de la retenir. Mais juste avant de franchir la porte, elle s'arrêta, tourna légèrement la tête et dit « Il y aura une conférence à la Sorbonne la semaine prochaine, sur les réparations et la mémoire. Tu pourrais venir, pas en uniforme, en homme. » Puis elle disparut dans la lumière du matin, laissant derrière elle un silence plus lourd que la honte. L'auditorium de la Sorbonne était bondé. Des étudiants,
des juristes, des militants associatifs, des familles de victimes et même quelques policiers hors service occupaient chaque rangée. L'événement, organisé sous le titre Mémoire, Justice et Réparation, avait attiré bien au-delà du cercle académique. Le nom de Camille Arnett circulait désormais avec respect. Elle était devenue une figure discrète, mais déterminée de la lutte pour la vérité. Lionel entra par une porte latérale, sans uniforme, vêtu d'un simple manteau gris. Il s'assit au fond, dans l'ombre, invisible. Personne ne le remarqua. Ou plutôt, il crut que personne ne le remarquait. Dans les premières minutes, il pensa partir. Il n'avait pas sa place ici. Mais quand Camille monta sur scène, droite, sereine, il resta figé. Elle ne parlait pas avec colère. Elle parlait avec gravité, avec une force tranquille, comme on parle des blessures qu'on ne veut plus cacher. La mémoire est une responsabilité partagée. Ce que nous n'avons pas réparé, nous le transmettons. Injustice, silence, oubli, chaque génération porte les dettes de la précédente. Et parfois, ceux qui nous ont blessés peuvent devenir ceux qui nous aident à guérir. Dans la salle, une adolescente au regard vif suivait chaque mot avec attention. Lucie, la fille de Lionel, venue par curiosité après avoir vu l'événement mentionné sur les réseaux sociaux. Elle ne connaissait pas Camille, ou du moins, elle croyait ne pas la connaître. À la pause, Lucie s'approcha de Camille, poussée par une impulsion étrange. « Bonjour, votre discours m'a beaucoup touchée. » « Merci, répondit Camille, surprise par la douceur dans la voix de la jeune fille. Vous parlez de mémoire, de transmission. Moi, je suis en plein dedans. Je prépare un mémoire sur les secrets de famille et j'ai l'impression que dans ma propre maison, il y a des murs qu'on n'a jamais ouverts. » Camille fronça légèrement les sourcils. « C'est ton père qui t'a parlé de cette conférence. » « Non, il ne sait même pas que je suis là, mais je crois qu'il vous connaît. Il s'appelle Lionel Durand. C'est un ancien commissaire à Lyon. » Un instant de silence suspendit le temps. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle observa le visage de Lucie, les traits, les pommettes, le menton, le même regard que Jeanne dans les années 90. Un frisson lui parcourut la nuque. « Tu es sa fille ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, pourquoi ?» Camille hésita. Puis elle sourit faiblement, comme si un souffle du passé venait de la traverser. « Parce que tu as des questions et que peut-être je peux t'aider à en poser les bonnes. » Le lendemain, dans la chambre de Lucie, au fond d'une armoire où elle n'allait jamais, elle découvrit une vieille boîte en carton. C'était un hasard, ou peut-être un signe. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un journal à la couverture usée, le journal intime de Jeanne Arnett. Il avait appartenu à sa mère biologique, et pourtant, c'était son père qui l'avait gardé, caché pendant toutes ces années. Elle l'ouvrit, fébrile. Les premières lignes étaient tremblantes mais nettes. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'aimer, parce que j'étais noire. Il l'a dit sans me regarder. Je n'ai pas crié. J'ai juste compris que dans son monde, je serais toujours une ombre. Pourtant, je l'ai aimé, plus que je ne l'aurais voulu. Lucie sentit une brûlure derrière les yeux, une colère sourde, une tristesse immense. Ce père qu'elle croyait irréprochable portait une histoire qu'il avait tenté d'effacer. Et cette histoire faisait partie d'elle. Ce soir-là, elle ne parla pas à Lionel. Elle le regarda seulement, longuement. Il ne dit rien non plus, mais il comprit, car dans le regard de sa fille, il retrouva celui de Jeanne, et ce regard ne le quitterait plus jamais. La nuit tombait sur Paris, avec cette lenteur mélancolique propre à l'automne. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur les trottoirs du Marais, et Camille marchait lentement, le journal de sa mère serré contre sa poitrine. Lucie le lui avait confié après leur entrevue, la gorge nouée par des émotions qu'elle n'avait pas su nommer. Ce carnet, jauni et fragile, battait comme un second cœur entre ses mains. Assise seule sur un banc de la place des Vosges, Camille l'ouvrit à nouveau. Chaque page semblait respirer. L'écriture de Jeanne, nerveuse mais élégante, portait des blessures sans cri, des espoirs étouffés. Elle y parlait de ses nuits sans sommeil, des petites choses de la vie de Camille enfant. Ses premiers mots, ses colères, son rire, mais aussi de Lionel. Toujours lui, non pas avec rancune, mais avec une infinie tristesse. Je ne veux pas qu'elle grandisse avec le poison de mon chagrin, je veux qu'elle soit libre, qu'elle aime sans peur, qu'elle ne devienne jamais ce que le rejet de son père aurait pu lui faire croire qu'elle est. Camille ferma les yeux. Sa mère l'avait protégée même en son absence. Même dans la douleur. Elle comprenait à présent pourquoi Jeanne ne lui avait jamais raconté toute l'histoire. Ce n'était pas pour l'épargner de la vérité, c'était pour l'épargner de la haine. Elle se revit, enfant, aux États-Unis, devant les grilles d'une école privée où elle n'avait jamais pu entrer. Elle se souvint des repas frugaux, des nuits où Jeanne travaillait en silence, traduisant des textes pour payer les factures. Et malgré tout cela, sa mère ne l'avait jamais éduquée dans l'amertume, seulement dans la force. Pendant ce temps, à Lyon, Lionel passait sa soirée seul dans son salon. Devant lui, des coupures de journaux étalées sur la table basse. Dans un coin, la télévision diffusait un débat sur les violences policières. Il n'écoutait pas. Il fixait une lettre, la même qu'il avait commencé et recommencé chaque soir depuis leur rencontre au café. Les premières lignes étaient écrites. Le reste, encore blanc. Il ne trouvait pas les mots. Mais ce soir-là, il reprit le stylo, lentement. Il écrivit « Je ne te demande pas de me pardonner, je ne le mérite pas, mais je veux que tu saches que je sais, maintenant, que j'ai fui, que j'ai eu peur, et que ce vide que j'ai laissé en toi
Il est en moi depuis 27 ans. Il signa, sans savoir si la lettre serait jamais lue. Puis, dans un geste presque instinctif, il sortit une enveloppe, y glissa une photo de Jeanne, celle de cette journée d'été sur les quais, où elle riait encore. Et il ajouta un mot griffonné à la hâte. Elle m'a appris ce que c'était qu'aimer sans retour. 3 jours plus tard, Camille se tenait devant une tombe modeste au cimetière du Père-Lachaise, une gerbe de pivoine blanche à la main. Sur la stèle, gravée en lettres simples, Jeanne Arnette, 1975-2021. Elle n'a jamais cessé de croire. Elle resta là longtemps, ne parla pas. Mais dans le vent léger, dans les feuilles mortes qui dansaient, dans la chaleur discrète du soleil d'automne, quelque chose changea en elle. Un poids ancien se délesta doucement. Avant de partir, elle déposa sur la tombe la photo que Lionel lui avait envoyée, et un mot. « Il t'a vu, enfin ». Puis elle s'éloigna, le cœur encore lourd, mais moins seul. Et dans un banc voisin, à l'abri des regards, Lionel l'observait, les mains jointes, les yeux embués. Il ne s'approcha pas, mais pour la première fois, il comprit qu'il n'était plus un fuyard. Il était un père en chemin vers ce qu'il aurait dû être. La pluie avait repris sur Paris. Une pluie fine, persistante, presque silencieuse, comme si le ciel lui-même voulait pleurer sans bruit. Camille, installée à son bureau dans les locaux du FBI près de l'ambassade américaine, relisait son rapport final, intitulé sobrement « Mémoire et justice, coopération France-États-Unis », il contenait des dizaines de pages de données, d'analyses, de témoignages. Mais ce n'était pas cela qui l'absorbait. Sur la dernière page, une annexe manuscrite, une lettre, à la femme que je n'ai pas su reconnaître, à la fille que j'ai laissée grandir dans l'ombre. Tu portes un nom que je n'ai pas voulu te donner. Et pourtant, aujourd'hui, il me semble que c'est toi qui me donnes le droit d'être appelé père. J'ai fui ta mère, j'ai fui toi, j'ai fui moi-même, mais je te vois maintenant. Et dans ce regard, je trouve ce qu'aucune carrière, aucun grade, aucun honneur n'a pu me donner, la paix. Que cette paix, un jour, puisse aussi t'atteindre. Lionel. Camille referma le dossier. Elle resta immobile quelques instants, les mains posées à plat sur la couverture, respirant profondément. Puis elle se leva, attrapa son manteau et descendit les escaliers. Elle marcha longtemps, sans but précis, jusqu'à se retrouver devant la façade imposante du palais de justice. Là, elle attendit, comme si quelque chose devait arriver. Et il arriva. Lionel, vêtu d'un costume simple, le visage lavé par la pluie, traversa la place lentement. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle. Ils se regardèrent, en silence. Il ne tenta pas d'approcher. Elle non plus. Il n'y avait plus besoin de mots. Elle fit un pas, s'arrêta. « Il y a un poste à pourvoir », dit-elle enfin. « Comité européen pour la justice restaurative. Ils cherchent un ancien policier, quelqu'un qui a vu les deux côtés du miroir. » Lionel haussa légèrement les sourcils, surpris. « Et tu m'as recommandé ? J'ai dit que tu avais encore quelque chose à transmettre. Pas parce que tu es parfait, mais justement parce que tu ne l'es pas. » Un silence. « Et si je refuse ? Alors tu resteras ce que tu as été. Un homme qui fuit. Et si j'accepte ? Tu seras un homme qui marche. C'est tout ce qu'on peut faire, non ? Continuez à marcher. » Elle lui tendit une enveloppe. Sans attendre de réponse, elle tourna les talons et s'éloigna. Lionel la regarda disparaître dans la foule. Il n'y avait pas eu d'embrassade, pas de réconciliation spectaculaire. Juste une possibilité, un espace fragile où la douleur avait laissé place à la reconnaissance mutuelle. Dans le train de retour vers Lyon, Lionel sortit un petit carnet noir de sa poche. Il y écrivit une phrase, une seule. Elle ne m'a pas pardonné, mais elle m'a vu. Et parfois, être vu, c'est le début de l'amour. Puis il referma le carnet, le cœur encore abîmé, mais battant. Et pour la première fois depuis très longtemps, il se sentit vivant. Et vous, qu'auriez-vous fait si le regard que vous avez méprisé un jour était celui de votre propre sang ? Auriez-vous eu le courage d'affronter vos erreurs ? Ou seriez-vous resté prisonnier du silence, comme tant d'autres avant vous ? Cette histoire nous rappelle que parfois, les cicatrices les plus profondes ne sont pas visibles. Elles vivent dans ce qu'on n'a jamais osé dire, dans les gestes que l'on n'a pas faits, dans les absences qui nous ont construits. Camille n'a pas pardonné, elle a vu, et dans ce regard, Lionel a trouvé une forme de rédemption. Parfois, il ne s'agit pas de tout réparer, mais simplement d'oser regarder en face, oser tendre la main, même si elle tremble. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like, et partagez cette vidéo avec ceux qui, peut-être, ont aussi des silences à briser. Et dites-nous en commentaire, vous, que feriez-vous à sa place ?